Ah, bah super, écoute, on se retrouve une semaine de plus, comme chaque semaine. Enfin, est-ce que t'es là toi tout le temps? Je sais pas, mais écoute, c'est quand même pas mal. La 205, on est sur du Terminares, oui. Il reste un détail, il reste déjà un petit peu de programmation, et en fait j'ai pas pu avancer, je vais t'expliquer pourquoi, tu vas voir, c'est très très simple. Peut-être que d'ailleurs, il y en a, ils ont des soucis sur leur véhicule, mais ils comprennent pas pourquoi le véhicule tourne mal, ou ci ou ça. Et je vais t'expliquer un truc que nous on a, pour un choix de ça. Alors, ce qu'il faut faire attention, c'est qu'en fait, il y a différents types de carburants. Par exemple, tu as le 85, par exemple, tu as le 98. Quand je dis l'SP 98, voilà. Du samplon 98 ou 95. Et tu as un autre truc qui s'appelle le GPL. Le GPL, il faut des bougies spéciales, si je me trompe pas. Et en fait, du coup, il faut des bobines aussi, on va dire, un peu plus performantes. Le GPL est beaucoup plus difficile à enflammer. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les électrodes des bougies pour GPL sont beaucoup plus écartées. Pour te donner un exemple, sur le VR6, il y a des bougies en 1,6, tu vois, d'écart entre l'électrode plus et l'électrode moins pour le GPL, alors que pour les essences ou E85, on est sur du 0,7. Je ne sais pas si tu te rends compte un peu de la différence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus tu es éloigné avec tes électrodes, plus il va te valoir d'énergie pour pouvoir faire la liaison entre les deux. Hein. Forcément, plus tu as de courant, c'est une question de courant, donc c'est une question de voltage. Plus tu as de voltage, plus tu peux te permettre d'éloigner tes électrodes. Tu vois? Parce qu'au final, l'air ambiante est un petit peu isolant. Ce qui se passe dans notre cas, c'est qu'en fait, Coupable, il m'a pris des bougies sans le faire exprès, parce que c'est pas forcément bien marqué. Sans le faire exprès, il m'a pris des bougies conçues pour le GPL. Donc, quand moi je lance le démarrage, là j'ai commencé à lancer le démarrage, j'avais remarqué qu'il y avait un truc qui allait pas avec ces bougies, je me suis dit bon, pourquoi pas, peut-être. Et en fait, ça s'allume mais ça s'éteint, ça s'allume mais ça s'éteint. J'ai des ratés, je me suis dit c'est peut-être les temps d'injection qui sont pas bons, tu vois. Et en fait non, ce qui se passe, c'est que quand t'as pas assez d'énergie pour une bougie qui a trop d'écartement, quand tu crées à l'intérieur de ton cylindre, tu crées un mélange et ce mélange il est isolant. Et plus t'as de mélange, plus ça isole. Et plus ça isole, plus tu souffles. Je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça. On souffle l'étincelle. Ça veut dire qu'en fait, l'étincelle se fait pas. Et du coup, il n'y a pas d'explosion, tout simplement. Donc si jamais t'as des problèmes, admettons de rater quand t'accélères très fort, machin, truc, mais que tu sais pas trop pourquoi, regarde, peut-être que tu t'es trompé de bougie. Ça, c'est important. Après, évidemment, il y a le grade de bougie en fonction des performances du véhicule de base, etc. Il y a pas mal de choses. Mais nous, dans notre cas, c'était un problème de bougie. Tu peux te faire avoir en 2 secondes. Je sais pas si tu connais les bougies laser. Il y a écrit laser dessus, en général, c'est pour le GPL. Voilà, par exemple. Par exemple. Normalement, je te raconte pas de conneries, normalement. Voilà, c'est ce qui se passe. En tout cas, l'écartement des électrodes est 2 fois plus éloigné que pour une bougie standard. Mais du coup, forcément, il faut plus d'intensité, non pas d'intensité, mais plus de courant pour faire le passage. Il y a encore pas mal de trucs sur le machin. Mais en gros, si tu veux, vu que ça démarre pas bien, peut-être que c'est mes temps d'injection, mais vu que j'ai vu que les bougies avaient des électrodes beaucoup trop éloignées, je me suis dit, je vais pas balancer des gros temps d'injection pour essayer de compenser le non-démarrage, parce que si c'est ça, de toute façon, je pourrais rien y faire, hein. Les étincelles se feront pas. Voilà. J'ai remarqué qu'en mettant un peu plus pauvre, des fois ça marchait mieux, mais des fois ça marchait moins bien, et en mettant un peu plus riche, des fois ça explosait, mais tard. Enfin, c'est assez particulier. Écoute, je sais pas si ça peut t'aider ou si ça t'a cassé les pieds, voilà, c'est tout simplement. Alors, je sais pas si tu te rappelles, mais en fait, on a un gars qui... Enfin, on a une société qui nous aide en ce moment, on a la société Vevor. Et franchement, à chaque fois, c'est vraiment cool. À chaque fois que je présente un de leurs produits, comme par exemple le compresseur, je l'ai testé, ben là, il a déjà quelques heures d'utilisation. C'est un compresseur sans... comment on appelle ça? Sans entretien. Donc t'as pas besoin de mettre ton bain d'huile, de machin, au bout de 50 heures de changer ton huile. Non, il n'y a pas besoin, là, c'est du... Voilà, c'est du sans entretien, très silencieux. Et franchement, c'est cool. D'ailleurs, j'ai un collègue, avant que je sois sponsorisé par Vevor, il voulait en acheter un, et il en achetait un autre. Et comme il est passé ce week-end, il m'a dit, vas-y, mets-le en route pour voir si c'est vraiment silencieux. Il m'a dit, je pensais pas que ça faisait aussi peu de bruit. Il me fait, franchement, c'est vraiment trop cool. Et je te dis, c'est vraiment un super truc. Il marche toujours parfaitement bien pour peindre, pour trucs, pour machin. D'ailleurs, on va peindre aujourd'hui, ça tombe bien. Tu vois, comme quoi. Et on a peint avec ce compresseur-là. Et franchement, bah, super cool.
super cool. Donc, eh ben, au final, Vevor sont assez contents parce que je prends leur matos CGE déjà de base avant qu'ils m'appellent. Mais en plus, vu que c'est du matos qui est plutôt de très bonne qualité, bah, vous aussi, vous en prenez. Sinon, ils seraient pas revenus me chercher, tu vois, ça me paraît évident. Donc, ce qui se passe, c'est qu'ils m'ont demandé ce que j'avais besoin comme outillage. Ça, je te le présente juste après. Donc, j'ai regardé sur leur site, parce qu'en fait, leur site, il y a un panel de choses énorme. Il y a des super trucs. Et en fait, je suis tombé sur un truc trop cool, tu vois. Je te me présente d'abord la version Madforge Motor, et après je te présente la version vraiment cool. Tu vois, la version Madforge Motor, c'est un peu ça. Un peu sale, avec des araignées un peu balèzes. Et en fait, ben, ça fait le job, parce qu'on a une rampe à injection, c'est pour nettoyer les injecteurs. On a une rampe à injection, on a des connecteurs, on a une pompe, on a un filtre. C'est de la saloperie, c'est dégueulasse, mais eh ben, ça fait le job, écoute. Et je me suis dit, bon, c'est bien, mais je peux pas connaître la taille d'injecteur. Là, par contre, c'est un peu, voilà, je vais t'expliquer un peu après. Mais en gros, si tu veux, ce qui est bien, c'est quand on a ce genre d'appareil, bon, le mien, c'est pas la peine, et ben, c'est de connaître les centimètres cubes des injecteurs. C'est 100 centimètres cubes pour 3 barres, en général. Donc, je leur ai demandé qu'ils m'offrent le testeur d'injecteur. Regarde ça. Je l'ai pas encore essayé. Et franchement, c'est trop cool. Tu vois, t'as même une petite lettre d'amour si jamais il y a personne qui t'aime, tu vois. Hop. Voilà. C'est vraiment cool. T'as ici de quoi nettoyer tes injecteurs. T'as 8 emplacements. T'as 6 trucs. Et en fait, t'as plusieurs tests. Tu peux faire plusieurs trucs. Gros avantage, pourquoi je te parlais des centimètres cubes tout à l'heure. Quand tu fais une gestion ou quand tu prépares un moteur et que ça commence à causer niveau chevaux, il faut pas qu'il y ait trop de différence entre chaque injecteur indépendamment. Qu'est-ce que je veux dire par là? Par exemple, moi je suis un peu un gars je suis pas très riche, machin, j'achète des injecteurs AliExpress. Sauf que, avant d'avoir cet outillage-là, je ne pouvais pas savoir les différences entre chaque injecteur. Quand tu achètes un injecteur sur une société conçue pour la compétition, ce qu'ils font, c'est que eux, quand les injecteurs sont très chers, ça se voit tout de suite, hein. Eux, ils prennent, par exemple, un lot de 1000 injecteurs, ils les testent tous, et tous ceux qui ont des valeurs qui sont les plus proches possibles entre eux, ils les mettent dans le même lot, tu vois. Par exemple, quand il y a moins de 5 cm3 d'écart entre les 8 injecteurs, paf, ils font un lot de 8 injecteurs. Est-ce que tu vois l'histoire, tu vois l'idée? Donc, ce qui fait que, tu payes le coût de test des injecteurs, alors que quand tu vas sur AliExpress, bon, déjà, c'est des... Entre parenthèses, contrefaçons, on va parler sur ça, mais ça veut pas dire que c'est forcément moins bien, hein. Les contrefaçons ne sont pas forcément moins bien que les originaux. Par contre, il peut y avoir des non-contrôles. Et ce qui se passe avec ça, par exemple, un injecteur, c'est à peu près 100 €, on va dire. Sur AliExpress, tu as 8 injecteurs pour 100 €. Et si tu as cette machine-là, je ferai le test pour vous. J'achèterai des injecteurs AliExpress et on fera le test pour voir s'ils sont vraiment de bonne qualité, si ça justifie un prix faible parce que c'est de moins bonne qualité ou pas. Ou si en France ou dans des sociétés bien spécifiques, le prix est vraiment nécessaire de le mettre. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de le mettre? Grâce à cette machine, on va pouvoir savoir. Donc, c'est vraiment trop cool. Je les remercie encore 1000 fois de me filer du matos comme ça, parce que c'est vraiment bien. Tu peux tester tes injecteurs du standard. Tu peux tester... T'as même des cosses spécifiques, si jamais t'as des... Tu vois, regarde par exemple. Il est où, là? Oh non, je l'ai caché, je l'ai perdu. Des injecteurs un peu standard, tu vois, tu branches directement ça. Et les autres, tu peux mettre ce que tu veux, quoi. Donc ça va nous permettre de savoir si les injecteurs AliExpress, c'est vraiment bien, s'il n'y a pas trop d'écart de centimètres cubes, si au giclage, il n'y a pas de souci, si c'est bien équilibré, si c'est bien machin. Et comme ça, j'ai envie de te dire, je pourrais te dire si c'est de la saloperie ou pas. Parce qu'il y en a plein qui disent qu'AliExpress c'est de la merde, c'est de la saloperie, c'est machin. Mais qui l'a testé pour de vrai? Toi? Non. Non. Moi je vais le tester. Donc je ferai ça. Et je vous dirai si c'est bien ou pas. L'important c'est pas de dire c'est de la merde sans avoir vu, l'important c'est de dire c'est de la merde parce qu'on a considéré que c'en était. Donc tant que j'ai pas fait les tests, je vous dirai que c'est pas de la merde. Donc je sais pas si t'as vu, mais en fait, tu vois, t'as 6 rampes. Mais si jamais t'as que 4 injecteurs, dans des cas un peu particuliers ou si t'en as besoin que d'en tester un seul, en fait ils vendent avec des bouchons. Tu vois, donc t'as autant de bouchons qu'il y a de trous. Ce qui fait qu'en fait tu bouches là où c'est pas nécessaire et puis hop, terminé.
Comme ça, tu peux tester ce que tu veux. Et là, tu as tes centimètres cubes. Et gros avantage de ça, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que une fois que tu as fini tes tests, tu peux vider, sans le renverser forcément, tous tes trucs. Je l'ai jamais encore allumé, j'ai pas encore eu l'occasion. Je l'ai reçu il y a quoi, il y a quelques jours. Et ça a l'air d'être un vraiment bon produit, franchement. Tu le remplis ici. Il faut que je regarde si on le remplit avec du 98, avec de l'E85 ou encore autre chose. S'il faut un produit spécial, mais en tout cas, c'est interdit aux produits corrosifs, il y a marqué dessus. Voilà, de toute façon, ce serait pas forcément très bon pour les injecteurs. Je vais te parler du second produit qui est super important et qui m'est grandement utile. Ils m'ont demandé, écoutez, on a ça aussi, est-ce que vous pouvez le présenter en même temps? Je leur dis, montrez-moi ce que c'est. Je vais te montrer. Ça, pour moi, personnellement, c'est super important. Endoscope. Endoscope, c'est une caméra filière comme ça, qui te permet d'aller dans des endroits bien spécifiques, par exemple des puits de bougies. Ou par exemple, capteur PMH, tu vois, quand tu as besoin de savoir à quel nombre de degrés ton capteur PMH est positionné par rapport au point Moreau. Ça, c'est pour ceux qui s'y connaissent un peu en carto, ça leur parle, pour les autres, ça leur parle pas du tout. Avec ça, tu peux savoir, tu as une caméra latérale de ce côté, une caméra latérale de ce côté, une caméra devant, avec éclairage et tout. C'est super beau, c'est magnifique, c'est de très bonne qualité. Franchement, c'est vraiment bien. Moi, celui que j'ai de base, c'est celui de... Comment il s'appelle? De mince. Parkside. Parkside, ça faisait déjà 5 ou 6 ans que je l'avais. Ça fait déjà 5 ou 6 ans. Regarde. Et je sais pas si tu vois. On va regarder dans mon oreille, parce que j'ai les oreilles sales. Non, j'ai les oreilles propres, t'as vu? Donc tu vois, c'est quand même pas mal. Ici, tu changes ta caméra. Pour le latéral. Change. Voilà, tu vois, là, c'est mes cheveux. Là, super propre. Super très pas long. Et là, c'est l'autre caméra latérale. Et tu as un mode enregistrement. Et puis là, on voit mon tableau. Sauf qu'on est très loin. Ce sont des caméras prévues pour être très près. Donc voilà, ce sont des choses super bien. Alors celui-là, il coûte le double du prix de celui de Parkside. Mais en fait, il est 95 fois mieux. Mais celui de Parkside suffit largement. Mais franchement, celui-là, il est vraiment superbe. Ce qu'il faut savoir sur Vevor, c'est que quand tu as le prix du matos, c'est la livraison qui est compris avec. C'est livraison gratuite pour tous les matos à chaque fois. J'ai une réduction pour toi si ça t'intéresse, ce genre de produit. Je te présente uniquement les produits, je ne t'incite pas à acheter. Je t'explique pourquoi j'en ai besoin, je t'explique pourquoi c'est utile. Comme le compresseur, c'est utile parce que c'est très silencieux. Le testeur d'injecteur, c'est utile parce que tu peux faire des super trucs, tu peux économiser énormément d'argent. Ça nettoie, ça nettoie aussi les injecteurs. Et ici, c'est super utile pour aller chercher des trucs, des informations. Par exemple, pour faire ma gestion électronique, j'avais le papillon électronique où il me fallait le numéro de série, sauf qu'il fallait que j'enlève la planche par feu. Et après, pof, j'arrive avec ma caméra, je fous ça, en 2 secondes, je l'avais. Voilà. Ça évite de déposer des trucs, quand tu veux chercher des numéros de série cachés, quand tu veux regarder si tu as perdu une vis quelque part, quand machin, quand si. Super utile. Écoute, je crois que j'étais assez agacé comme ça avec tout le matos. Si je prends autant de temps pour le présenter, c'est parce que ça me plaît. Ça me plaît, je suis pas obligé, j'ai pas de contrainte à présenter ces matos-là spécifiquement. Donc je peux juste te dire, voilà, j'ai pris tel produit, puis point. Mais en fait, ce sont des produits extrêmement utiles. Écoute, je vais arrêter de te casser les pieds avec tout ça. Aujourd'hui, on va continuer évidemment et on va s'occuper des éléments aux fibres. La dernière fois, on avait vu en dernier qu'on avait posé le moteur avec Coupable. C'était cool, enfin, c'était... Tu vois, c'est une partie quand même super importante parce que c'est la pose définitive. Et ben là, c'est aussi une partie super importante parce qu'on va peindre tous les éléments de carrosserie en dehors du châssis parce qu'il n'est pas encore terminé. Mais c'est une étape super importante qui, moralement, fait quelque chose. Quand tu fais une étape comme ça, c'est un grand avancement. Et c'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui. On a aussi le collecteur d'échappement inox chinois qu'on a reçu de AliExpress qu'il va falloir modifier. Et entre-temps, ce qui se passe, c'est que plus tard, Coupable ira faire un échappement inox sur mesure, je pense. Alors, est-ce que c'est nécessaire ou pas? Je sais pas. Mais en tout cas, on a déjà un collecteur pour que ça puisse tourner correctement. Ça, c'est sûr. Par contre, il va falloir le modifier. Forcément, vous me connaissez, rien n'est d'origine, parce que tout ce qui est d'origine, pour moi, ça va pas. Il faut toujours modifier, tu vois, c'est un peu ma marque de fabrique.
Et après, on installe aussi l'oil catch. Rien de bien compliqué, écoute, je te laisse tranquille parce que je vais pas te blablater toute la journée. Je pense que tu as envie de voir un petit peu ce que ça donne. Et puis, écoute, au boulot. Alors, je sais pas si tu te souviens, mais la dernière fois, on avait, bon, certes, posé le moteur, c'était le plus important, forcément, parce que voilà, avec Coupable, mais on s'était aussi occupé des éléments en fibre. Les éléments en fibre, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait apprêté. Parce que il fallait le faire, de toute façon, et malheureusement, je pouvais pas les peindre sur la voiture, parce que j'ai pas beaucoup de place. J'ai pas beaucoup de place. Donc ce qu'on a dû faire, c'est prendre tous les éléments en fibre indépendants, les foutre dehors, les apprêter. Une fois qu'ils sont apprêtés, évidemment, il faut les reponcer pour que ce soit lisse, pour que ce soit propre. Même si le gars qui me les a vendus, MC Racing qui nous les a vendus, c'est quand même de la bonne qualité, hein. C'est quand même super bien. Et au final, il nous a dit que c'était pas la peine d'apprêter, mais que c'était quand même mieux de le faire. Donc écoute, je l'ai fait. Voilà. Donc c'est pas trop mal. Ça, c'est cool. Et ensuite, évidemment, il faut faire la mise en peinture. La mise en peinture, j'ai eu un souci parce que au début, il n'y avait pas de vent quand j'ai commencé. Et en fait, après, le vent, il est arrivé et en fait, ça fait de la grosse zob. Et ça, c'est vraiment chiant. Mais bon, tu sais, de toute façon, c'est comme ça. Il fallait que ce soit fait, il fallait que ce soit ce jour-là, mais pas un autre jour. Le temps varie trop à cette époque-là. Il y avait trop, voilà, ça pouvait trop changer du jour au lendemain. Donc, faut pas prendre trop de risques. Surtout qu'en fait, je devais le faire en 2 fois. Parce que les éléments en fibre, une fois qu'ils sont peints, je peux pas les déplacer instantanément. Tu vois? Donc, avec tous les éléments qu'il y avait à peindre, il a fallu le faire évidemment en 2 fois. Et à la fin, on fera la dernière fois, mais ce sera la peinture du véhicule qu'on va devoir faire à l'intérieur. Un gros manque de place pour la peinture du véhicule intérieur, mais ça on verra bien plus tard. Donc écoute, c'est plutôt bien. La peinture, c'est instinctif. Ça veut dire que le jour J, je savais déjà que je voulais de la couleur rouge, de la couleur gris clair et du noir. Je savais que je voulais le toit noir et le capot noir, mais en fait pour les bandes rouges, je savais pas encore. Et en fait, quand je suis arrivé devant et que j'ai commencé à peindre, j'ai fait ouais d'accord, je sais où je vais mettre mes bandes. Il y a un gros souci avec ce véhicule, c'est que à chaque fois que quelqu'un le voit en vrai, il me dit ça n'a rien à voir avec les vidéos. Ça n'a rien à voir. En vrai, elle est vraiment trop, elle est magnifique. Ça va super bien les couleurs, mais en vidéo, ça rend pas bien. La vidéo déforme un peu la réalité et on n'a pas une vision de profondeur. Et je pense que j'ai créé une peinture où il faut une vision de profondeur pour voir réellement les détails, pour voir réellement l'aspect volumique de cette peinture. Tu vois, un petit peu le 3 dimensions, qu'on n'a pas évidemment sur un écran. Sur un écran, on est sur du 2 dimensions. Hein. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on a 2 yeux, hein, c'est pour le 3 dimensions. Hein. Quand tu fermes un œil, t'as pas l'effet de profondeur. Quand t'as tes 2 yeux, t'as l'effet de profondeur. Enfin, écoute, je vais pas t'emmerder avec ça. Donc, on peint ça, on est bien, on réinstalle tout sur le véhicule, et puis après, une fois que c'est fait, on va pouvoir passer à la suite.
Super. On a enfin fini la peinture, c'est vraiment cool. Je vous dis, quand vous faites un projet, la peinture, c'est un truc qui détermine un certain stade. Une fois que c'est fait, c'est une libération. C'est une libération parce que la peinture, c'est très chiant. C'est très, ça demande du temps. Ça demande, on va dire, un peu de concentration bien spécifique. Surtout que là, bah, nous, on était foutus. Hein, de toute façon, on était dehors, donc on était foutus. Mes pistolets sont morts. Je vous l'avais déjà dit ça. Et d'ailleurs, il faut que je change tout ça. Il faut que je change tout ça. Mais c'est fait. Et une fois que tu as atteint ce stade-là dans ton projet, ça te libère un truc de fou. Ça libère. C'est vraiment cool. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va repartir niveau côté moteur. Côté moteur, qu'est-ce qu'on a à faire? On a le oil catch. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le oil catch, en fait, ce qui se passe, c'est que ton moteur, il monte en pression en dehors des cylindres. En gros, tu as des micro-fuites par cylindre. La température d'huile en chauffant, évidemment, ça fait augmenter le volume d'huile. Hein. C'est la dilatation, tu vois. Donc, par exemple, je sais pas, pour un volume donné de base à 20 degrés, le volume à 80 degrés, il va être peut-être de plus 10%. C'est une imagination. Mais par contre, la masse, elle change pas. Hein. C'est vraiment, voilà, la densité change. On a une densité beaucoup plus faible. Par contre, on a un volume beaucoup plus gros, forcément. Et pour éviter qu'on ait des pressions à l'intérieur, d'origine, on a une sortie. On a une sortie au niveau cache-culbuteur qui va directement à l'admission. En fait, le moteur fait dépression. Ça aspire ces vapeurs. Ça aspire un peu tout ça, qui fait qu'en fait le bloc, il reste, on va dire, pas en pression quoi, tout simplement. Et ce qui se passe par contre sur les moteurs d'origine, c'est qu'on aspire aussi les, les vapeurs d'huile, et c'est pas forcément super top. C'est pas super top. Normalement, il y a des labyrinthes internes pour éviter ce phénomène, mais nous de toute façon, on va utiliser un oil catch externe. Donc, ça veut dire qu'en fait, toutes les vapeurs n'iront pas dans le moteur, mais ils iront dans un réservoir avec une mise à l'air libre obligatoire. Hein. Il ne faut pas que ce soit fermé hermétiquement, hein, sinon ça ne marche pas. D'habitude, pour faire un vrai bon truc, il faut une mise à l'air libre qui vient du bas moteur, plus une mise à l'air libre qui vient du haut moteur. Comme ça, on a un équilibre de pression entre le bas moteur et le haut moteur. Normalement, en interne, c'est déjà le cas. Hein. C'est déjà censé être le cas, pour éviter justement la différence de pression entre le haut moteur et le bas moteur. Une fois qu'on a ça, on rejoint à ce fameux réservoir, qui doit avoir, lui, un filtre pour la mise à l'air libre ambiante. Tout simplement. Donc ça, c'est une chose qui est quasi obligatoire quand on fait de la préparation. On peut même rajouter une dépression venant du moteur en passant aussi par ce oil catch. Mais vu que de toute façon, il y a un filtre, la dépression moteur ne va pas trop aspirer les quantités d'huile. Donc, écoute, on fait ça et juste après, on s'occupe du collecteur d'échappement.
Bon, super, coupable, il est venu, tu vois, il m'a déposé le collecteur. C'est un collecteur Shinton, mais qui est plutôt, on va dire, correct. Évidemment, il faut le modifier, il faut pas non plus, voilà, je crois qu'il a coûté pas grand-chose. De toute façon, c'est un collecteur, pour l'instant, qui est en attente. C'est un collecteur d'attente. Voilà, il y en a un de prévu sur mesure complet pour la suite. Pour l'instant, on a ça. Et évidemment, il faut régler quelques soucis. Déjà, par rapport au châssis, il faut régler quelques soucis. Mais déjà ce collecteur, de base, je vois même pas comment il peut aller dans une VR6 standard, si tu veux. L'habitacle, il est là, hein. Je sais même pas s'il y a la place réellement. Bon bref, c'est pas ça la question. Ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a à modifier sur ce collecteur? Donc déjà, la barre anti-roulis, ça touche ici. Donc ça, ce sont des choses que le collecteur, lui, en soi, quand il a été fait, n'est pas pris en compte forcément, parce que c'est un châssis sur mesure. Un autre truc, en revanche, qui était censé être pris en compte, je vais te mettre la petite luminos. Tu vois là, cette plaque, ici, là? Et ben en fait, le collecteur vient toucher cette plaque. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que je coupe. Que je raccourcisse un peu, pour plus que ça touche la plaque ici. Parce que regarde, hein, le collecteur, tu vois, là, il a un écart, alors qu'en haut, il touche. Hein. Là, il touche, et là, il a un écart. À cause de cette plaque. On voit pas bien, hein. Voilà, là. Tu vois. Donc là, ça touche. Ici, ensuite, il faut raccourcir. Mais bon, ça va, parce que ça, c'est le conduit le plus long. Donc, je vais couper là, on va le raccourcir. Et ensuite, j'en profiterai pour couper celui-là. Alors, pourquoi ça? Parce qu'en fait, c'est en 2 pièces. Tu as une plaque et une plaque. Le problème, c'est que il y a un petit peu de... C'est pas parfait, quoi. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est au moins découper une partie. Parce que vu que le truc est en 2 fois, il faut au moins enlever toute cette partie. De toute façon, ça tombe bien parce que tout ce qu'on a à modifier, c'est sur ce côté-là. Donc cette partie, on va l'enlever, on va découper là où il faut, on va raccourcir là où il faut, on va tout mettre en place sur le bloc et on va tout ressouder sur le bloc. Je ne vais pas pouvoir souder au TIG parce que j'ai pas les moyens d'avoir... comment on appelle ça déjà? Un bouchonnage envoyé du coup de l'argon à l'intérieur des tubes. Je n'ai pas les moyens et j'ai pas une bouteille secondaire. Du coup, je peux pas faire ça. Si jamais on fait pas ça, du chambrage, je crois que ça s'appelle, et ben en fait, on peut avoir des petites merdes à l'intérieur du collecteur. Alors que si je soude au MIG, ce que je vais faire là, et ben j'aurai pas les petites boulettes à l'intérieur, les petites boulettes qui peuvent détruire tu vois, l'hélice de turbo, ce qui serait quand même dommage. Ce serait dommage, on est d'accord. On est d'accord. Donc ça déjà, c'est à modifier. Ensuite, qu'est-ce qu'on a à faire? Tu vois, cette merveille-là, c'est la wastegate. Alors, pour ceux qui ne savent pas, je pense que tout le monde le sait. La wastegate, elle est là pour réguler la pression turbo. Donc, avec ça, on vient dériver les gaz d'échappement pour pouvoir réguler la pression du turbo. Tu vois, on va plus ou moins ouvrir en fonction de la quantité de gaz d'échappement, ce qui fait que la turbine, elle va avoir une régulation dans la pression d'admission, etc. Donc, évidemment, ici, il n'y a évidemment pas du tout d'emplacement. Donc... on va percer, on va faire ce qu'il faut. Sur le turbo, qu'est-ce qu'il reste à faire? Si vous avez un turbo à installer, évidemment, on a le circuit d'huile. Donc, on va faire une prise d'huile. Là, ici. Donc, on a vu tout à l'heure la mise en place du sandwich, du système de refroidissement d'huile. Forcément, on a déjà un échangeur eau-huile. Celui-là, ça permet d'avoir une mise à température rapide de l'huile par rapport à l'eau. Tu vois? Ça fait un échange thermique, mais pas un échange de refroidissement. Le radiateur d'huile, lui, va venir refroidir. Et évidemment, dedans, on a un calorstat qui permet de réguler la température. Le piquage de l'huile sera fait sur une de ces sondes. Il y a 3 sondes. L'embout sera le bon. On viendra prendre et on viendra l'emmener directement au turbo. Ensuite, une autre chose, c'est un turbo à refroidissement par eau. Je vous conseille évidemment d'utiliser le refroidissement par eau. En fait, c'est pas vraiment un refroidissement pareil, on va garder une certaine température. Mais vu que là, c'est très très chaud, on va dire que c'est là pour refroidir quand même. Hein. Voilà, l'huile, c'est pour lubrifier, ça refroidit aussi un petit peu, parce qu'il y a des turbos, ils n'ont pas de système de refroidissement par eau. Et l'eau, après, fait le refroidissement en soi. Donc, on a un conduit là, qui ira sûrement là. Et le conduit qui est là, on ira l'emmener ici. Donc là, il faut faire tout un circuit.
Évidemment, cette pièce-là, il faut la moduler, hein. Il faut que l'arrivée d'huile soit vraiment par le dessus, mais c'est pas ça l'important, c'est que la sortie d'huile soit vraiment en dessous, pour que ça descende vraiment par gravité. Une fois qu'on a ça, il faut écarter de l'échangeur la descente d'huile, et je pense qu'on viendra la fixer sur le carter en bas. Donc le carter, évidemment, on va le percer, on va le modifier, et on va faire en sorte de pouvoir accueillir le retour d'huile. Tout simplement. Une fois qu'on a fait ça, il faut regarder l'admission. L'admission là est trop près du collecteur d'échappement. Donc, ici, on va... En fait, il suffit juste de dévisser un tout petit peu ces 3 vis là, plus celles d'après. Ce sont des lamelles en métal élastiques un petit peu, déformées volontairement pour pouvoir bien maintenir le boîtier là, ici. Le boîtier escargot. Du coup, on va le rehausser pour s'éloigner un petit peu. Je pense que là, on est un peu trop près. Il faut pas oublier que là, il y a 700-800 degrés. Et là, normalement, on est censé avoir 40-60 degrés. Avant l'échangeur. Hein. Après l'échangeur, on est censé être plus froid. Hein. Donc, c'est important. C'est important. Écoute, là, il y a quand même un max de boulot, hein, mine de rien. Il y a quand même un max de boulot. On a fait déjà le dessus, hein, comme tu as pu le voir. Alors, autre chose, hein, la barre anti-rapprochement, elle va venir toucher le turbo ici. Tu vois, celle qui passe de là à là. Donc évidemment, je savais qu'on allait sûrement la modifier. Et évidemment, ce sera le cas. Donc ça, faudra le modifier. Pour qu'on ait aucun souci niveau turbo. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Le collecteur. Je pense que... Est-ce que je le renforce ou pas? Parce que les tuyaux sont quand même assez loin. Parce que normalement, ce qu'on fait, c'est qu'on met une tige en acier directement du collecteur au truc. Parce que le poids du turbo vient agir sur le collecteur. Et quand ça chauffe un collecteur, évidemment, l'acier devient plus mou. Et on peut avoir des ruptures avec le refroidissement si on a des efforts. Tu vois, quand tu refroidis très vite une pièce, elle durcit. Et quand ça durcit trop vite, hein, bah, ça peut craqueler et on peut avoir des fissures. Donc il faut un peu penser à tout ça. On va voir ce qu'on fait. Moi je pense qu'on est vraiment bien. Je pense que ça va être vraiment cool. Donc je vais essayer de faire ça le plus vite possible. Et après le plus compliqué, ça va être la descente d'échappement qui va devoir passer par là. Obligatoirement. Parce que là on a l'échangeur RR. Tu vois, l'échangeur intercouleur. Ensuite, on viendra faire des entrées d'air pour venir refroidir l'intercouleur, plus l'admission turbo. Tu vois, ici, on créera une entrée d'air. Ça va venir aspirer. Et en fait, ce que j'ai fait, vu que les ailes arrière, c'est de la saloperie, j'ai mis une aile avant à l'arrière. Voilà, donc il faudra remodifier pour que ça passe bien, mais honnêtement, je pense que c'est une super idée. Et ici, retravailler, évidemment. Donc écoute... On est pas mal, on s'occupe du collecteur, parce que il faut absolument modifier plein de trucs dessus. C'est un peu chiant, mais on n'a pas le choix, si on veut quelque chose de bien.
Ah, super, on a fait des trucs plutôt sympas sur ce véhicule là cette semaine. La semaine prochaine, qu'est-ce qu'on va voir? On a encore pas mal de choses, hein. On a encore pas mal de choses. Je sais qu'il y a le circuit électrique qui est à faire sur la gestion. Par contre, je vous ferai du général, hein. Je vous ferai pas du détail, du truc, du machin, parce qu'on en a pour plusieurs heures. Sinon, hein, le circuit électrique complet sur mesure de la voiture, ben c'est pas mal de temps. C'est vraiment, vraiment pas mal de temps. Donc je vais pas trop t'ennuyer avec ça, je vais juste expliquer, je pense, le principal sur la gestion. Pas forcément sur la gestion en soi, hein, ce sera vraiment du général. Mais je pense qu'écoute, ça pourra peut-être t'aider. Et puis voilà. Je pense que je ne ferai pas de vidéo sur la programmation en soi. La programmation en soi, c'est un métier. Déjà, je maîtrise pas parfaitement la gestion électronique, même si tous mes moteurs, j'ai tous réglés moi-même, même mes passages au banc, même si j'ai des très belles courbes au banc, je considère que je suis pas encore assez fort. Ben, comme tout, hein, je suis pas encore assez fort pour tout, pour me permettre de trop vous donner de détails ou d'informations sur ça. Mais le peu que je sais, ben, je sais que ça fonctionne. Mais pareil, je vais pas trop vous... Voilà. Donc je pense que je vous ennuierai pas avec la gestion cartographique, même si je sais qu'il y en a absolument qui veulent savoir comment on programme, comment si. Sinon ce que tu fais comme moi. Tu prends une carto, tu testes, et puis tu prends le risque de péter peut-être un moteur, mais au final, tu vas voir, tu t'apprendras tout seul très très bien. Très très bien. Écoute, sur ce, Coupable passera la semaine prochaine, normalement, si tout se passe bien, et en plus, bah, on roulera, donc ça pourrait être cool. Ouais, parce que là, dès que le moteur démarre, là elle part, hein. Là, je change les bougies, elles arrivent demain. Enfin, elles arrivent aujourd'hui, parce que toi, t'es demain, comme d'habitude, mais ça, chaque fois, je te le répète. Donc, c'est sûr, ça tourne. Parce que si je change les bougies et que ça remarche pas très bien, ça voudra dire que je me serais trompé sur les temps d'injection ou sur les avances, mais je suis presque sûr que non. Donc, pour moi, ça tournera, ouais. Ça tournera. Et après, ben, une fois que ça tourne, ben, en fait, tu mets la première et puis ça avance, quoi, tout simplement. Voilà, tout est bon. Tout est bon. Et c'est super. Pour les essais, je sais pas encore où, quand, comment. Les vrais essais, parce qu'il faut la maltraiter, cette voiture, on est obligé. On est obligé. J'ai pas le choix, il faut être sûr que le châssis tienne bien. Ce véhicule n'aura pas une vie de maltraitance. Son but n'est pas la maltraitance, hein. Même si j'ai fait en sorte qu'elle marche plutôt bien, évidemment, j'ai fait en sorte qu'elle soit qu'elle ait une très très bonne tenue de route. Donc j'ai travaillé comme un dingue pour avoir une géométrie le mieux possible, pour avoir quelque chose d'assez rigide, pour avoir quelque chose d'assez léger aussi, d'avoir une répartition des masses le mieux possible, d'avoir machin. J'ai quand même travaillé pour tout ça, même si au final on n'ira pas faire les fous partout, on la sortira jamais vraiment pour le plaisir. Ce véhicule, c'est un véhicule, j'ai envie de te dire, c'est un peu comme le Multipla, hein. Le Multipla, ils vont pas faire des sessions circuit comme ça, machin truc. Ce sont des véhicules bien spécifiques. Ce sont presque des véhicules que tu mets dans un musée au final, qui marchent quand même, mais ils sont homologués nulle part. Ils sont homologués nulle part. D'ailleurs, dans des musées, tu as des véhicules, tu peux pas rouler du tout. Même s'ils marchent. Parce que c'est comme ça. Parce que c'est comme ça, les restrictions avec les années changent, etc., etc. Là, sur circuit, on n'aura aucun problème pour rouler, hein. Circuit libre, c'est pas un souci. Mais si on roule, ce sera une réservation de circuit. Ouais. Ouais, il faut que je trouve aussi un endroit, comme je te l'ai dit, pour les essais routiers. Le passage au banc, évidemment, il faudra le faire. Il faudra aussi faire une location du banc. Une location pour pouvoir utiliser le véhicule, forcément. Le véhicule, pour le programmer, il faut être sur banc, hein, de toute façon. Il faut aussi qu'il soit rodé. Mais en tout cas, tout ce qui est tenue de route, tout ce qui est machin, tout ce qui est mécanique, tout ce qui est casse, et oui, il va falloir faire tout ce qu'il faut pour voir si la casse n'arrive pas. Donc il va falloir la maltraiter, etc., etc. Donc ça va être cool. Je sais pas quand ce sera. Je sais rien du tout encore. Je sais qu'elle sera présente aux 40 ans de la 205, normalement, s'il n'y a pas de souci. Elle est prête, hein. Là, elle est prête, hein. Elle est prête, il n'y a plus que, comme d'habitude, le PC, et puis on est bon. Écoute, je vais te laisser, je t'ai déjà pris beaucoup de ton temps, je trouve. Et puis, je pense qu'on se verra la semaine prochaine. Si ça te plaît toujours, si je te casse pas trop les pieds, si je suis pas trop long dans mes explications. Est-ce que tu connais l'expression, c'est pas la petite bête qui va manger la grosse? Regarde, je veux bien y croire à cette expression, mais tu vois, voilà, c'est quand même... Et puis je sais pas si t'as vu derrière, oh, il y a un prétendant là.
Parce que la femelle est un peu plus grosse que le mâle chez les araignées. Il faut surtout pas les perturber, regarde. Tu vois, c'est quand même pas mal comme caméra. Hein. Tu peux même filmer des trucs qui ont un sens tout particulier dans les expressions françaises.